Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, merci. Merci aussi aux évaluateurs qui ont fait un rapport vis-à-vis de ce que nous avons proposé au départ. Je suis attaché temporaire d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation à Nancy. Donc, mon intervention concerne plutôt la trajectoire de Jean Prouvé, particulièrement vis-à-vis du mobilier scolaire. Donc, Jean Prouvé, un architecte nancéen, moderne, qui a été fortement marqué par l'école de Nancy, surtout de point de vue philosophique et social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être peut-être un artiste qui puisse produire de l'art pour tous, au plus grand nombre. Donc, c'est dans ce sens que Jean Prouvé va être fortement sensible à l'industrialisation, à la sériation du mobilier, particulièrement du mobilier scolaire. Donc, là, c'est juste une petite illustration du catalogue de son atelier où il mettait, par exemple, en valeur ces genres de mobilier. Donc, juste à titre de repère, je tiens à rappeler que Jean Prouvé, c'est fils de Victor Prouvé, un sculpteur, peintre assez renommé, un des fondateurs de l'école de Nancy. Et la question ici, j'essaie déjà de rappeler certains éléments biographiques, je vais entrer dans la méthode bientôt, toujours en essayant de souligner le fait que Jean Prouvé a une position très ambiguë. C'est-à-dire qu'il est très souvent renommé comme architecte, mais il n'a pas de diplôme. Jean Prouvé n'a pas un certificat d'études, Jean Prouvé n'a pas un diplôme d'ingénieur. D'ailleurs, c'est Jean Prouvé qui était à la tête de l'élection du musée Georges Pompidou. Il reviendra les musées de Paris, celle qui était dans la tête de la présidence du jury, avec Niemeyer et d'autres. Donc, la question est, qu'est-ce que Jean Prouvé? Il était designer, architecte, il a toujours été un peu mal à l'aise là-dedans. Lui-même, il disait qu'il était plutôt un constructeur. Donc, constructeur dans le sens où, et c'est là que j'ai envie de rappeler, c'était quelqu'un fortement attaché à son propre atelier, c'est-à-dire attaché au fait de faire. Donc, selon Jean Prouvé, on ne pourrait pas maîtriser forcément la production de mobilier ou d'autres objets si on n'a pas à notre disposition une manière très concrète de faire. Donc là, c'est une petite illustration peut-être de cet héritage entre l'artisan, qui était aussi Victor Prouvé, et Jean Prouvé, tout petit, qui est à côté. Donc, je rappelle aussi qu'en tant qu'artiste, en 1900, en tant qu'artiste, dans les années 1920, et pendant la Première Guerre mondiale, la famille Prouvé a suffisamment de soucis économiques. Donc, Victor Prouvé, c'était quelqu'un qui a une vie très modeste, un peu comme son père aussi, Guy Prouvé. Et donc, c'est là que les portes, peut-être, de l'accès à une école d'ingénieurs, elles sont plus ou moins fermées à Jean Prouvé, surtout aussi vis-à-vis des bouleversements qui ont été produits par la guerre. Donc, Jean Prouvé, il est envoyé à Paris, dans un atelier, où il va apprendre à forger les fers, où il va travailler, selon lui, 12 heures par jour dans l'atelier de Émile Robert. Et là, selon Jean Prouvé, c'était aussi la chance de sa vie, parce que c'était les moments où il a appris à fabriquer avec ses mains, et tout en ayant un rapport très concret à la matière, dans un espace qui est représenté cette figure l'atelier. Jean Prouvé, il est tout derrière, donc c'est lui qui travaille. Donc, c'est là que je commence à entrer un peu dans les vifs du sujet. Dans quelle mesure la trajectoire de Jean Prouvé m'intéresse particulièrement? Donc, elle m'intéresse tout d'abord dans les sens sociologiques, à partir du moment où on peut cartographier la trajectoire de Jean Prouvé à partir d'un champ de force, à partir d'un champ de pouvoir, je dirais ici, notamment bourdésien. Donc, c'est là que je rappelle l'ouvrage de Bourdieu, qui est assez important pour moi dans ce sens, qui s'appelle les règles d'art. Donc, comment un artiste, dans certaines conditions sociales, matérielles, il peut se détacher de certains réseaux, de certains champs de force pour pouvoir construire quelque chose de relativement autonome. Et donc, c'est là qu'il commence à devenir un peu plus visible les liens de Jean Prouvé avec les mondes artistiques, à partir du moment où, une fois fini sa formation dans l'atelier d'Émile Robert, que vous avez vu sur l'image tout à l'heure, il va bien ouvrir son atelier à Nancy, il va commencer à produire des choses assez simples, des tiroirs, des petits objets
ménagers, des lampadaires, mais il va aussi surtout s'associer à l'Union des artistes modernes. Donc, je vous rappelle qu'on est plus ou moins en 1930 lorsqu'il s'associe, et c'est aussi un contexte économique marqué par une forte crise. Donc, dans un contexte de crise économique, l'Union des artistes modernes a une très grande difficulté pour pouvoir tenir de manière autonome les salons, c'est-à-dire comment rendre visible la production des artistes qui sont associés à l'Union. Je parle des artistes et des architectes comme Malay Stevens, comme Charlotte Perriand et plus tard comme Le Corbusier. Et donc, c'est là qu'il y a une première alliance entre les champs artistiques, dans lesquels Jean Prouvé s'inscrit déjà, et les champs industriels. C'est là que l'Office technique pour l'usage de l'acier va soutenir la production de Jean Prouvé à condition qu'elle soit aussi produite à partir de matières métalliques. Donc, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Et c'est là que, à ces moments-là, l'Union des artistes ne va plus avoir les moyens pour construire ou mettre en valeur, organiser ses propres salons, mais elle va être besoin d'être conviée. Donc, elle est conviée donc par force de l'Office technique d'utilisation de l'acier au Salon d'Automne. On peut voir dans les catalogues tous les artistes qui sont impliqués dans ces groupements entre l'Office et l'Union des artistes modernes. Vous pouvez avancer encore, s'il vous plaît. Et le plus important, c'est les moments où il va aussi exposer dans le Salon d'art ménager. Là, je considère un moment important parce que c'est d'où il part, où il se déplace entre les salons d'autonomes, qui est notamment artistique, au Salon d'art ménager, où un ensemble de pièces qui sont orientées à la consommation, surtout au sein de ménage, sont mises à disposition. Vous pouvez avancer. Nous arrivons, par exemple, dans 1937, dans cette exposition, où je pourrais dire une sorte des années folles du mobilier scolaire, c'est-à-dire où les inventions peut-être les plus créatives, peut-être les plus difficiles aussi de mettre en place, ont été exposées. Donc, j'attire votre attention, par exemple, justement par cette rail qui est au milieu de Malay Stevens, où il reproduit, par exemple, quelque chose que l'éducation nationale va apprécier finalement 15 ans après. Il réduit les points d'appui sur les sols. Donc, c'est les moments où les mobiliers scolaires n'empêchent pas les nettoyages ou rendent les nettoyages les plus faciles possibles. Donc, avec deux pieds seulement, il arrive à gripper une dizaine d'élèves autour d'une même structure. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Et donc, pour vous donner un exemple de mobilier qui a été exposé, c'est ça, un des mobiliers qui a été fabriqué dans les ateliers Jean Prouvé, en collaboration avec d'autres architectes, où nous commençons déjà à observer certaines marques de ce travail de Jean Prouvé. Très souvent, des formes d'avions, on trouve dans les pieds, et on va voir ça de manière encore plus claire, la réduction des points d'appui sur les sols, où nous avons cette fois-ci 3 points d'appui pour une seule pupitre. Et bien sûr, un meuble qui n'est pas seulement adapté, mais adaptable. En 1937, toutes les normes de l'éducation nationale concernant les mobiliers sont suffisamment larges jusqu'à ce moment-là. C'est dans les années 50, je vais parler tout après, que ces normes deviennent peut-être un peu plus rigoureuses. Donc ici, un deuxième exemplaire d'un pupitre qui est aussi démontable. Vous pouvez avancer. Donc, d'une manière absolument simple, après, j'espère qu'on pourra discuter un peu plus, pour distribuer au moins les deux groupes sur cet espace de champ de pouvoir, voici une représentation simplifiée du champ artistique avec certains capitaux qui font partie des artistes et du champ économique où on trouve l'Office technique pour l'utilisation de l'acier. Donc, on pourrait complexifier un peu cette représentation à partir des noms des architectes et je dirais même de certains médecins et de la position qu'ils pourraient occuper en fonction du rapport de proximité. Donc, dans cette période, 1946-49, Jean Prouvé continue à développer le mobilier scolaire sans avoir forcément un cahier de charge absolument
clair du point de vue de l'éducation nationale. L'éducation nationale, ou l'instruction publique, depuis 1887, elle encourageait déjà les mobiliers individuels. Mais si on regarde une photo des années 60, très souvent, on trouve en salle de cours encore des mobiliers où deux élèves sont placés ensemble dans un même meuble. Donc, Jean Prouvé continue un peu dans cette démarche, tout en essayant de faire de sorte qu'ils puissent être les plus légers possibles, les plus lumineux, et encore une fois, tout en essayant de réduire les points d'appui concernant les meubles sous les sols. C'est là, je mets une petite comparaison. À partir du moment, en 1950, lorsque l'éducation nationale commence à définir d'une manière un peu plus claire comment il doit être le mobilier scolaire, nous pouvons observer certaines stratégies d'adaptabilité chez Jean Prouvé, c'est-à-dire comment il va conformer d'une part son mobilier à certaines attentes de l'éducation nationale pour faire de sorte aussi que son mobilier soit agréé à cette institution. Donc, une différence majeure, c'est justement cette différence. Déjà, les formes deviennent encore plus fines, c'est qu'il avait absolument la liberté pour le faire, il garde les 4 pieds, mais du point de vue, pas de l'ergonomie, mais de l'exercice de pouvoir que l'enseignant peut mettre en place, nous commençons jusqu'à aujourd'hui à avoir des casiers qui sont ouverts du côté du maître. C'est-à-dire que toutes les meubles avec des côtés, des casiers fermés du côté du maître, ils pourraient être considérés aujourd'hui comme inadaptés ou hors normes selon les normes de l'éducation nationale. Ce n'est pas une raison ergonomique, mais plutôt, si on veut, une perspective fortement Foucaultienne pour déterminer l'espace de surveillance de la salle de cours et voir ce qui se passe en bas de chacun. Donc ici, c'est un petit extrait du document. Donc lorsqu'il s'agit du champ de pouvoir, il s'agit de repérer quels sont les éléments qui vont d'une part obliger ou faire de sorte que Jean Prouvé soit invité à obéir à certaines contraintes. Et c'est là peut-être sa force artistique, c'est que lui-même, il ne veut pas tout obéir, ce qui peut expliquer d'une part sa très faible adhésion dans les marchés de l'éducation. Vous pouvez avancer encore. Là, c'est un rapport en 1950 qui explique de manière détaillée comment les meubles, ils devraient maintenant être produits. Et ce qui est absolument curieux, c'est que dans les rapports d'éducation nationale même, l'expression tube d'acier commence à apparaître au moins 2 fois. Tout en disant que c'est avec les tubes d'acier que nous allons avoir des meubles complètement adaptables, réglables. Et c'est bien une des conditions pour pouvoir produire des pupitres. Il faut que les pupitres ils soient jusqu'à l'âge de 14 ans réglables en fonction de la taille de chaque enfant. Et donc, pour vous donner une idée de ces marchés, là, j'ai repéré tout simplement les noms, peut-être les plus importants, les plus forts, les plus pertinents du marché scolaire et des fabricants auquel le modèle a été agréé par l'éducation nationale. Donc, on observe Jean Prouvé, il a eu seulement entre les pupitres, chaises et tables, un seul meuble, un seul modèle, prototype agréé. Lorsqu'on pense à d'autres fabricants comme Stella, là, on voit une douzaine, peut-être 10, 12. Chaque parcelle représente la proportion des modèles qui ont été agréés par l'éducation nationale dans cette période. Donc, je pense que mon temps il est bien parti. Je reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup. Merci. Démarrer le temps de questions. Oui. Merci pour votre présentation. C'est pas fait exprès, et on est dans une salle qui existe depuis 5 ans. C'est une création. Les 5 ans, cette prison existait, mais cette salle n'existait pas. Et pour la meubler, on a choisi d'aller chercher dans le collège Prévert, qui est pas loin de chez nous, qui vient d'être détruit pour être reconstruit, un mobilier scolaire d'époque. De quelle époque? Alors peut-être avec vous, on pourra discuter. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de gens prouvés dans la salle. Je crois que c'est un mobilier de la Grave qui se situe à peu près dans la même époque des années 30. Voilà, c'est plutôt un commentaire pour situer un peu le... Un labo,
c'était un laboratoire d'histoire naturelle. Biologie, sciences et la Terre. Et donc, on voit, en vous écoutant, je regardais ce bureau-là, effectivement, qui n'est pas probablement un Jean Prouvé, mais pour témoigner de cette coïncidence heureuse. Merci. Moi, j'ai plutôt une question, plutôt une ouverture. Vous travaillez sur du design, et du design qui, à la base, se veut ouvert à tous, etc. Et dans cette démarche, en lien avec l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est des pièces de collection qui sont dans des galeries d'art et qui valent des prix exorbitants. Comment vous, dans votre manière d'aborder ces meubles, comment vous situez ça et peut-être votre avis aussi sur ça, qui a un peu changé de... Oui, je pense que d'une part, les hauts prix des meubles, j'en trouvais, y compris les mobiliers scolaires, hein, on trouve peut-être un pupitre à 1500 €, 1700 € sur Internet. C'est l'expression même de l'échec de Jean Prouvé. Hein. Son succès, d'une part, explique aussi son échec. Et donc, dans cette logique très fortement démocratique, c'est vrai qu'il n'a pas réussi. Et je n'ai pas dit, mais c'était justement en 1954, lorsque les marchés de mobilier scolaire, ils commençaient donc à obéir à des nouveaux règlements, que Jean Prouvé, il quitte son usine. En fait, je vais dire de manière très directe, il est viré par son actionnaire. Donc, le secteur de l'aluminium, il a pris une place tellement importante que, selon l'actionnaire, les idées de Jean Prouvé, elles n'étaient pas forcément rentables. Donc, c'est d'une part l'expression aussi d'un agent qui a été dépassé par les pouvoirs économiques, qui, d'une part, déforme son art et rend inaccessible ce qui pourrait être plus accessible dans la base idéale de sa vision de l'industrie. Merci pour cette présentation tout à fait passionnante. Je voulais une double question. Vous parliez tout à l'heure de vous montrer les prototypes. Donc la question des prototypes qui ont été plus ou moins approuvés. Mais alors voilà, quelle était la marge et voilà, quelle était la marge de ces prototypes-là? Est-ce que c'était un cycle, c'était juste pour l'industrie, ou alors est-ce que il y avait vraiment une relation une incitation à faire ces prototypes-là? Que sont-ils devenus? Et autre chose, parce que alors je connais un petit peu mieux Charles Perriand et Le Corbusier, est-ce que Jean Prouvé a fait des écoles, a travaillé sur des prototypes d'écoles à la manière de Perriand et Le Corbusier? Et voilà, est-ce que vous avez des exemples? Oui, absolument. Ce qui est déjà curieux, c'est que d'une part, si Jean Prouvé il abandonne un peu l'idée de produire du mobilier scolaire, ça ne l'empêche pas de penser à des écoles d'urgence, des écoles provisoires, aussi qu'il appelait aussi des écoles volantes. Donc, il a développé un projet avec Le Corbusier en 1949 pour les écoles volantes. Cette école, elle est restée sur les papiers, sur un dessin. C'était une école qui pourrait être montée dans une seule journée pour pouvoir accueillir une classe entière. Ce que je trouve particulier en même temps, et je ne vais pas dire que Jean Prouvé n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est que dans cette manière de penser l'école dans les années 50, malgré l'existence déjà d'un mouvement de l'éducation nouvelle, c'est vrai que les dessins, les croquis de Jean Prouvé laissent voir une école suffisamment traditionnelle. Donc, c'est là que les pupitres, ils répondent une place absolument importante. Ça veut dire quoi un pupitre? Un rapport au savoir fortement basé sur l'écriture, magistro-centré, et aussi un meuble qui s'oppose d'une part à l'immobilité. Donc, il y a une contradiction interne qui ne peut pas, d'une manière d'autre, se débarrasser, tout simplement parce qu'il ne peut pas réinventer l'histoire de l'éducation. Il ne peut pas réinventer aussi la personne même qu'il est, qui est à la base un artiste et pas forcément un pédagogue. Mais on va trouver ces genres de contradictions. Et pardon, j'ai oublié votre première question. C'était par rapport au prototype. Voilà, ah oui, dans les années 50, après ça va être abandonné. Hein, mais dans les années 50, c'est que les pupitres, jusqu'à l'âge de 14 ans, ils soient sièges et tables attachés pour des raisons orthopédiques, musculaires, qui ont été découvertes pour la médecine de l'époque. Donc, sièges et tables, elles devraient être absolument collées une à l'autre pour les enfants jusqu'à 14 ans, à condition qu'elles soient aussi réglables. Et c'est là que l'industrie du tube
d'acier, elle gagne une force très importante. Et c'est là que l'éducation nationale, elle va dire, peut-être c'est pas la matière en bois qui va servir à la production industrielle. Oui, moi, je voudrais donner un exemple, un cas à la réflexion, puisque une école située à Inzinzac-le-Christ, c'est dans le sud du Morbihan, était vouée à la destruction jusqu'à ce qu'en fouillant dans les archives, ils se rendent compte qu'il s'agissait d'une école j'en prouver, et que c'était, elle répondait pour le coup, peut-être qu'il avait échoué dans certains aspects, mais que pour au moins ce cas-là, il avait plutôt réussi dans le sens où à la fois la structure école était de Jean Prouvé, mais que le mobilier également était de Jean Prouvé. Et que le double miracle fait qu'il a été maintenu, c'est-à-dire que l'école est encore une école fonctionnelle comme école, et que le mobilier est encore mobilisé comme mobilier scolaire. Alors, à la différence qu'effectivement, on ne croit plus en ce pupitre double qui reste quand même massif et lourd à bouger, donc il est utilisé partiellement et il n'est plus en disposition frontale par rapport à un tableau, par exemple. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est quand même, d'après moi, l'accélération du processus de patrimonialisation qui, d'habitude, doit s'inscrire dans une histoire, doit s'inscrire aussi dans une société. Là, en fait, l'urgence de cette destruction d'écoles impose d'aller beaucoup plus vite dans la reconnaissance déjà de qui est Jean Prouvé, c'est bien Jean Prouvé qui a fait cette école, qu'est-ce que ça doit signifier pour les personnes qui entourent cette école ou qui la vivent. Et par exemple, pour donner différents parallèles de perception, il y avait des antiquaires qui savaient très bien qu'il s'agissait d'écoles Jean Prouvé, d'une école Jean Prouvé, puisqu'ils venaient acheter de temps en temps au directeur de l'école ou à la mairie quelques pupitres ici et là. Aujourd'hui, le tout est sanctuarisé. L'ensemble du mobilier est au patrimoine de la commune et seul un pupitre vient d'être vendu au musée à Jean Franchi. Donc, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y a différentes perceptions dans le processus de patrimonialisation en fonction des considérations aussi économiques, mais qu'il y a aussi voilà, une considération locale qui fait que l'on veut garder ça comme étant des éléments à la fois de patrimoine, mais aussi de fonction scolaire. Oui, et je pense que... L'école de Kerguelen. Oui, oui. Moi, je suis pas architecte, hein. Je suis pas design non plus. C'est plutôt l'éducation qui m'intéresse. J'ai beaucoup de difficultés aussi de comprendre certaines choses, où elle est la beauté là-dedans, etc. C'est difficile. Mais c'est là que je reviens parce que lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on se rend compte que n'importe où on regarde, dans un mobilier Jean Prouvé, on va trouver des bonnes raisons pour comprendre pourquoi ces choses étaient faites de cette manière et quel genre de beauté elle veut exprimer. Là, finalement, pour moi, on commence à parler d'une éducation intégrale. Voilà. Intégrale dans le sens où je suis d'une part ou d'autre affecté par quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc, quand je trouve des ailes d'avion, quand je trouve un rapport au sol qui suppose une certaine légèreté, une économie de matériel, je commence à avoir une école qui pense à soi-même, ici qu'elle met à disposition des enfants. Je suis marquée par le fait que, à travers l'exemple du rail, on minimisait en fait le point d'impact sur le sol, le fait que la fonction, c'est qu'on puisse nettoyer le plus possible, etc. Et toute votre présentation nous montre à quel point il y a une forme d'ingérence en fait à la fois de l'économique et du politique qui va prescrire ce qu'il faut pouvoir produire pour que on soit installé dans une place. Alors vous disiez qu'en fait, ce n'est pas en lien avec l'éducation nouvelle, etc. Pour autant, je me demandais, et ça je me pose la question, c'est comment a évolué en fait la production artistique de mobilier scolaire, justement, est-ce qu'il y a une émancipation qui s'est faite de la part des artistes ou pas? Parce que simplement, en termes d'ergonomie, de comment on peut se mouvoir, c'est
sur ce mobilier, moi je suis toujours extrêmement mal ici, hein. Je me dis, est-ce qu'il y a des artistes qui arrivent à s'émanciper de ça pour aller vers peut-être du bien-être? Parce que, je pense que cette question est là absolument pertinente. Et d'une part, j'essaie de me poser la même question. Est-ce que la sériation, la production industrielle, lorsqu'il s'agit des écoles, hein, pour moi, c'est indissociable, ces genres de rationalité productive. Est-ce que cette condition de production-là est-elle compatible avec certains ethos artistiques? Est-elle compatible avec certains projets, certains enjeux? Là, j'ai souligné encore une fois cette intersection entre les champs artistiques et les champs économiques, industriels, qui ont très souvent une très grande difficulté de trouver un accord. Et je m'intéresserais bien sûr particulièrement de savoir est-ce qu'il y a eu un autre Jean Prouvé qui, d'une part ou d'autre, a essayé d'industrialiser les mobiliers scolaires à sa façon. Je sais pas. Si vous aviez demandé. Oui, je n'ai pas. C'est juste une question très très courte. On a vu l'espace par rapport au pupitre, comment il pensait l'espace par rapport au pupitre. Est-ce que concrètement, vous avez des exemples pour dire comment il pensait l'espace de la classe? Comment elle était? Est-ce qu'elle était carrée, rectangulaire, ronde? Est-ce qu'il y avait des espaces différents? Nous sommes dans une éducation absolument traditionnelle. La représentation que j'ai de Jean Prouvé, elle est basée sur ses dessins, sur ses croquis. Parce que, d'une part, pour exposer sa salle, il développe certaines maquettes, certains dessins. Et là, il pense, bien sûr, peut-être pas comme un pédagogue. Il pense comme quelqu'un qui veut peut-être voir une salle pleine, si on rêve après une guerre. Jean Prouvé, il a traversé deux guerres. Mais la représentation de la salle de classe, elle est absolument traditionnelle. Et l'école aussi, c'est Alors, je vois pas des écoles chez Jean Prouvé, mais plutôt des salles de cours. Que des salles de cours, il ne voyait pas le bâtiment. Magistro-centré avec un gros tableau noir, un enfant et 40 élèves. J'ai déjà compté les nombres de places. Hein, on parle de 40 enfants, salle de cours, donc, sur ces dessins. Alors, merci infiniment. Hein. Cette présentation est évidemment extrêmement éclairante sur une période qui est finalement assez peu connue et sur laquelle on ne se penche pas, parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit les dérives et les restes de cette histoire qui traînent dans les écoles, dans les classes, etc. Vous évoquiez les dessins. C'est vrai que, personnellement, j'aurais été très séduit de voir quelques croquis, quelques esquisses ou quelques dessins techniques que j'en pouvais, parce que ça donne une idée de la qualité du travail de conception. Parce que là, c'est un grand concepteur. Vous avez utilisé beaucoup de vocabulaire pour le qualifier, mais je pense qu'il faut aussi utiliser le mot concepteur. C'est quelqu'un qui conçoit. Et qui conçoit avec des outils de conception traditionnelle. Le dessin de croquis et le dessin et le prototype. Pour revenir à la question du mobilier qui s'impose, Christophe Moineau, qui est à mes côtés, et moi, nous étions au ministère, c'était pas au ministère de l'Éducation nationale, c'était à l'école Boulle à Paris, il y a une dizaine d'années, pour assister au lancement d'un concours Jean Prouvé du mobilier scolaire. Ah, c'est intéressant. Et ce concours devait révolutionner non seulement poser les jalons d'une réflexion révolutionnaire sur le mobilier scolaire et donc les transformations nécessaires de la vie des élèves dans les espaces scolaires. Mais au-delà de ça, évidemment, repenser tous les rapports aux espaces, même aux activités dans la classe. Alors, ça s'est traduit par le mobilier, donc l'aspect flexible. Hein, ça donne une petite idée de la capacité de l'institution à se renouveler. Les designers qui ne sont pas, alors je suis désolé, Virginie, mais on ne peut pas vraiment parler d'artistes. Et dans ce cas-là, les designers ont un cahier des charges extrêmement contraignant. Et pour pouvoir répondre à ce cahier des charges, ils doivent tenir compte non seulement de la sériation, de la massification, mais également des pratiques scolaires. Et là, il y a des choses qui finalement se percutent avec violence. C'est ce qui se passe dans la classe avec les programmes qui imposent, ce qui se passe dans les classes, et de l'autre côté,
des personnes qui sont prêtes à réinventer complètement cet espace, y compris à partir de la révolution des écoles, des formes pédagogiques nouvelles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Jean Prouvé, était évidemment totalement inexistant. Enfin, c'était pas le problème, c'était pas du tout l'enjeu. Et je rappelle que dans les salles de classe à 3 rangs, on appelle ça des bus. Hein. C'est un bus, donc c'est le rail, et voilà, donc, et on en est encore là aujourd'hui. Non, il n'y a pas de question. Non, désolé, là, c'est aussi un témoignage, mais je pense que ça va dans le sens de ce que vous expliquez, et je trouve que c'est un point très important, parce qu'Éric, qui est très policé, ne dit pas qu'on a été très mécontent, très énervé en tant que chercheur en sciences de l'éducation. Pardon, je ne me suis pas représenté, Christophe Monod. Je suis maître de conférence en design et je suis surtout, anciennement designer, donc designer de produits. Donc tout ce que vous dites était passionnant et tout à fait juste sur la question du cahier des charges, etc. Mais on a été très agacé avec Éric, je parle en ton nom, par le fait que ce concours a été lancé dans un temps extrêmement court et surtout sans intégrer des chercheurs en sciences de l'éducation. C'est surtout ça. Et là, je pense qu'on peut parler de ça ici et maintenant. Se dire en 2015, on lance un concours où des écoles et des designers sont censés répondre en 3 mois, 4 mois. Donc, on peut dire que ça pourrait être une vision de prospective, mais on voit très bien comment on tient là un manque d'intérêt à la fois pour un vrai processus de design et un deuxième manque d'intérêt pour une recherche en sciences de l'éducation sur ce que pourrait être un mobilier scolaire. Donc ça, je pense que là, on voit aussi comment le terme d'artiste me semble intéressant là, dire, ayons une vision d'artiste, encore en 2015, sur ce que peut être un mobilier scolaire. Je rajoute à ton témoignage, je pense que c'est important de voir comment on n'avance pas beaucoup, tu n'es pas. Juste pour rebondir sur les classes flexibles, c'est vrai que dans les classes flexibles, c'est le matériel qui est prépondérant jusqu'à ce jour, mais c'est horriblement cher. C'est vraiment un problème pour pouvoir le mettre en place. On sait que le ballon, ça fonctionne, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent, notamment les enfants qui sont en difficulté, on les met sur le ballon, ils se centrent, donc ça marche super bien. Mais comment une classe ou une école peut acheter tout ce matériel? C'est horrible. Non. Alors là, je pense que on va faire un débat, désolé. C'est simplement une question de quantité, une question de cahier des charges. Si on disait que toutes les classes de France sont équipées de ce matériel-là, on l'aurait à un coût défiant toute concurrence. Voilà, c'est on pas va classer les chaises Mulca en 3 Oui, non, c'est une question de série, là, pour le coup. On va tout à fait dans la question que vous avez évoquée. Pardon, je ne voulais pas vous... Non, mais c'est intéressant parce que... Désolé, c'est un sujet qui vous a suffisamment intéressé. Et merci pour votre...